Depuis sa naissance, Internet n'a cessé de nourrir le débat quant à son impact potentiel pour la société, en ce compris pour la démocratie. Alors qu'il revêt aux yeux de certains un potentiel émancipateur sans précédent, de par un accès pour tous à l'information, d'autres en dénoncent au contraire les dérives et limites, comme la propagation des fake news, la violation des données privées ou encore la fracture numérique. Ces dernières années, ce sont les bulles de filtre qui ont à leur tour été dénoncées. Dans son célèbre ouvrage intitulé La bulle de filtre, ce qu'Internet vous cache, le militant américain Eli Pariser tirait en 2011 la sonnette d'alarme sur l'existence de bulles de filtre, une sorte d'état résultant d'un filtrage de l'information opéré à notre insu par des algorithmes. Ces algorithmes nous cloisonneraient chacun dans notre bulle informationnelle, mettant alors à mal toute possibilité de confrontation entre opinions contraires, tout potentiel débat démocratique. Interpellée par cette problématique sous le feu des projecteurs, j'ai cherché à comprendre, en dépassant l'alarmisme actuel à leur égard, les enjeux concrets qui y sont liés. J'ai alors pris contact avec des spécialistes de la question. Je suis tombée sur deux noms, Julien Lecomte et Victor Houillard. Julien Lecomte est titulaire d'un master en information et communication, a ensuite continué à étudier l'influence des médias d'un point de vue sociologique et a notamment publié articles et ouvrages sur le sujet. Victor Houillard, quant à lui, est chercheur à l'Université Saint-Louis de Bruxelles au laboratoire Engage et travaille actuellement entre autres sur le projet Algopinion qui étudie l'influence des algorithmes sur la formation des opinions chez les jeunes. Je les ai rencontrés, j'ai mené 2 entretiens séparément avec chacun d'entre eux. Je vous laisse tout de suite découvrir ce qu'ils ont à nous dire à propos de ce concept qui intrigue tant, les bulles de filtre. Donc peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez expliquer, Victor Houillard, ce qu'on entend concrètement par algorithme ? Un algorithme, en fait, c'est juste une suite d'opérations qui permet de résoudre un problème. C'est comme ça qu'on le définit de manière très très vaste en général en informatique. Les algorithmes, ils permettent de résoudre des problèmes. Le problème principal, en fait, c'est qu'il y a trop d'informations. Les gens sur les réseaux sociaux suivent trop de pages, en fait, ont trop d'amis, il y a trop de contenus qui sont postés, et donc il faut les classer. Eh ben, le problème que les algorithmes résolvent, c'est de classer, en fait, ces contenus. Et donc, quel est le lien entre ces algorithmes et les bulles de filtre ? Les bulles de filtre, pour le définir de la manière le plus simplement possible, c'est en fait un certain isolement informationnel qui serait justement provoqué par ces algorithmes sur les réseaux sociaux. Et on cite souvent en exemple l'élection de Donald Trump, le Brexit, ce genre de choses. Et on a par exemple dit souvent que Donald Trump a été élu parce qu'il y avait un certain isolement informationnel, une bulle républicaine, une bulle démocratique, et que ce serait par exemple pour ça que les démocrates auraient rien vu venir sur les réseaux sociaux. Et le lien entre algorithmes et bulles de filtre, c'est tout simplement ça. C'est comme ce sont les algorithmes qui façonnent les contenus qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, on a souvent, et on le fait encore, en fait, dit que c'était les algorithmes qui étaient coupables, en fait, de créer ces bulles et d'isoler les gens. Julien Lecomte, certains auteurs qui associent souvent le concept de chambre d'écho également. Quel est le lien avec ces bulles de filtre ? Pourquoi chambre d'écho ? Parce que ça correspond à l'idée que dans ces bulles, en fait, on est comme enfermé. Enfin, déjà, la métaphore ici peut être remise en question. C'est pour ça que je pense que le concept a des limites. On peut être enfermé et être finalement confronté qu'à des opinions qui sont proches des nôtres, quoi, en gros. Des visions du monde qui sont proches des nôtres. Voilà, en gros, l'idée de base, quoi. Mais du coup, concrètement, comment fonctionnent ces algorithmes qu'on juge responsables de ces bulles de filtre ? Alors, le gros problème, c'est que, en fait, les algorithmes appartiennent à des sociétés privées à but commercial. Et donc, en fait, elles ne veulent pas révéler le fonctionnement exact des algorithmes. En plus de cela, ils sont très complexes. En plus de ça, ils varient d'un réseau social à l'autre. Et en plus de ça, ils évoluent dans le temps. Donc, ça rend vraiment la tâche des chercheurs, tant en informatique qu'en psychologie cognitive, qu'en sciences de l'information, de la communication, très compliqué. Alors, nous, ce qu'on essaie, il y a plusieurs approches à ça. Donc, il y en a qui essayent de faire du reverse engineering. Il y a beaucoup de recherches qui, en fait, vont nourrir les algorithmes. Comme ça, on voit comment ils répondent et donc on peut en déduire comment ils sont conçus. Il y a d'autres recherches, comme la mienne, qui essayent plutôt de voir, en fait, de comprendre comment les jeunes vivent avec les algorithmes, ce qu'ils en comprennent, comment ils modifient leur comportement par rapport à ça. Alors, on sait bien,
enfin, on connaît les grandes tendances. Hein. Les algorithmes, ils se nourrissent de plusieurs choses. D'abord, ils se nourrissent de vos données personnelles, c'est-à-dire votre âge, votre sexe, votre lieu de résidence, etc. Et ils vont vous fournir des contenus en fonction de cela. D'accord ? Et en plus de ces données personnelles, ils vont utiliser ce qu'on appelle des données relationnelles. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser ce que vous likez, non seulement en termes de pages, mais aussi en termes de posts, ce que vous commentez, ce que vous partagez, par exemple, et va établir en fait, une hiérarchie de contenu avec des caractéristiques propres. Donc, on sait, par exemple, que les algorithmes vont trouver un commentaire plus puissant qu'un like, par exemple. Mais après, plus puissant de combien, on ne le sait pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est que assez rapidement, en fait, les algorithmes arrivent à comprendre le contenu qui va vous faire réagir. Mais donc en quoi est-ce qu'on peut considérer que ces bulles constituent un danger? Pourquoi sont-elles dénoncées finalement? En gros, je vais prendre une analogie qui elle-même a des limites. Ici, on brosse un peu les grands traits, je pense, mais c'est en gros, qu'est-ce qu'on sait par rapport aux prisons? On sait qu'il y a des types qui sont mis en prison. Qu'est-ce qui se passe en prison? En fait, ils sont confrontés à des phénomènes de radicalisation. Pour quelles raisons? Parce qu'en fait, ils se retrouvent dans une population qui entretient une certaine hostilité vis-à-vis du système. Et en fait, ils ne sont pas confrontés à d'autres perceptions du monde et ils sont dans un contexte dans lequel il y a ça qui s'entretient. Donc, en gros, la prison, on sait que c'est un terreau fertile à la radicalisation, par exemple, la radicalisation extrémiste, religieuse, etc. En fait, les bulles de filtre, c'est un peu le même phénomène, si vous voulez. C'est sur Internet, je peux très vite être confronté à un ensemble de points de vue, des visions du monde finalement, dans lesquelles on s'enferme et dans lesquelles et qui peuvent être hostiles, par exemple, à la démocratie. Donc en fait, il y a des phénomènes qu'on pourrait appeler, par exemple, communautarisme ou des choses comme ça, qui peuvent être renforcés. Mais quand je dis communautarisme, il ne s'agit pas juste d'idéologie religieuse, par exemple, ça peut être des idéologies d'extrême droite. On le voit par exemple avec des sites ou des plateformes comme QAnon. On voit comme par exemple un des blogs les plus partagés de la blogosphère française, c'est le blog de F de Souche, quoi. Donc en gros, il est possible à cause ou grâce parce que je vais dans un instant contrebalancer le tableau noir que je dépeins, on peut très vite se retrouver dans des bulles informationnelles et sociales dans lesquelles finalement il n'y a que ce genre d'idées extrêmes, radicales et finalement antidémocratiques qui se propagent. On entend tout de suite Victor Houillard sur la question. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Elie Pariser, qui est la personne qui a popularisé le terme, qui dit que en fait les algorithmes ils vont vous donner what you want, whether you want it or not. Ils vont vous donner ce que vous voulez, que vous le vouliez ou non. Et donc en fait, ce que j'aime beaucoup derrière cette phrase, c'est qu'il y a cette idée qu'on devient impuissant en fait, qu'on le veuille ou non. On va recevoir des informations classées par les algorithmes en fonction de caractéristiques, de notre âge, de notre lieu de vie, de ce qu'on a liké, etc. Et donc, derrière ce mot que nous le voulions ou non, il y a vraiment cette idée d'impuissance, en fait. Et je pense que c'est là un grand enjeu de cette théorie des bulles de filtre, c'est qu'en fait, avec les algorithmes et avec cet appauvrissement de notre espace informationnel, de notre petite bulle, on deviendrait de plus en plus impuissant, de plus en plus abruti, de plus en plus apathique. Je pense que c'est là l'enjeu principal. Et qu'est-ce qui fait que ces bulles ont tout à coup commencé à retenir l'attention des chercheurs et de la société de manière plus générale? En fait, il y a eu toute une série d'événements assez surprenants, enfin, pas surprenants quand on analyse la chose, mais qui ont peut-être surpris certaines des élites politiques et intellectuelles
dans le monde qui ont fait qu'on s'est intéressé à cette question. Alors, il y a bien évidemment l'élection de Donald Trump, qui a pris tout le monde de court, puisque c'est une personne, en fait, qui ne fait pas partie de l'establishment politique américain, mais on pourrait parler également du Brexit, qui a aussi surpris beaucoup d'élites et d'intellectuels européens qui, il y a 10 ans, n'auraient jamais imaginé cela possible. On peut parler des élections au Brésil, on peut parler de toute une série de choses. Mais ce sont vraiment des événements publics marquants du début du XXIe siècle qui ont fait, en fait, que l'on s'intéresse à cette question des bulles de filtre. Ces événements-là, aussi couplés, évidemment, avec d'autres phénomènes comme l'intensification de l'usage des réseaux sociaux par tout le monde, le phénomène des fake news, la soi-disant avancée des théories du complot, et puis alors maintenant, je ne vous en parle même pas, avec le corona, on se rend bien compte que les réseaux sociaux sont l'endroit où les gens s'informent, l'endroit où les gens discutent, et donc il est normal qu'on tente de les analyser, et le concept de bulle de filtre peut être à certains égards, mais après on pourra parler des résultats actuels, utiles pour comprendre ce qui s'y passe. Alors justement, pour revenir au concept de bulle de filtre, j'ai pu lire notamment chez le sociologue Dominique Cardon, qui s'est beaucoup intéressé à la question, qu'avant de remettre en cause les algorithmes dans la formation de ces bulles de filtre, il s'agissait d'abord de considérer l'importance des phénomènes socio-cognitifs humains qui pouvaient être à l'origine de ces bulles. Et donc on parle notamment du biais de confirmation, donc la tendance à faire fi des opinions opposées aux nôtres, ou encore du phénomène d'homophilie, donc la préférence de l'homme pour discuter, débattre avec des individus de même opinion. Et finalement, derrière tout ça, il y a l'idée, en fait, plus générale, que ces bulles de filtre préexisteraient, entre guillemets, largement à Internet. Qu'en pensez-vous ? Je suis tout à fait d'accord avec lui, puisqu'effectivement, en fait, les algorithmes, ce ne sont pas des phénomènes qui sont nés avec les technologies, et en plus, les technologies sont des faits humains, sont des constructions humaines. Les algorithmes fonctionnent de telle manière parce qu'en fait, on les a programmés à fonctionner comme ça. Les algorithmes, c'est juste des formules. Donc, en gros, on pourrait très bien, justement, et d'ailleurs ça existe, imaginer des algorithmes qui fonctionnent différemment. On en parlera peut-être aussi tout à l'heure. Mais, en gros, je l'observais déjà, par exemple, dans mon premier livre, c'est l'idée que finalement, un lecteur de presse du Figaro, pour prendre des exemples français qui sont un peu plus connotés au niveau idéologique en Belgique, Figaro à droite, Libé à gauche, lecteur du Figaro allait rarement acheter Libé pour le plaisir, et vice-versa. Et en fait, ce qu'on constate, et c'est déjà d'ailleurs dans un auteur que je cite régulièrement, c'est Lazarsfeld. C'est en fait, il constatait que les gens ne changeaient pas d'opinion à cause des médias de masse en première instance, mais en fonction de leur propre sphère d'appartenance, de ce que pensaient leurs semblables. Qu'est-ce qui influence les gens? C'est comment on pense dans ma communauté. Et ça, c'était dans les années 50. Bien avant Internet. Les biais de confirmation, vous vous êtes renseigné, donc vous les connaissez aussi. J'ai plus tendance à accorder de l'importance et du crédit et à sélectionner les infos qui vont dans le sens de mes opinions initiales et ou des opinions de mes sphères d'appartenance, parce qu'en gros c'est ça aussi, que aux éléments qui infirment mes hypothèses. Et il y a un fort... C'était déjà hyper social, même pareil, dans mon premier livre 2012, j'explique que qu'est-ce qui fait qu'on regarde la télé-réalité ou qu'on regarde un talk show le samedi soir avec Ruquier ou que sais-je, qui est plutôt politique, plutôt à connotation intellectuelle. En fait, ça dépend principalement, en tout cas c'est une des causes explicatives, c'est les sujets de conversation dans les sphères d'appartenance. C'est en gros, je regarde la télé-réalité, c'est pas nécessairement que je trouve ça intelligent, c'est que je vais en discuter le lendemain à la machine à café. Et des émissions qui ont un succès fou, comme les émissions d'Hanouna ou des trucs comme ça, en tout cas qui ont eu leur petit succès, en fait c'était des gens qui donnent leur avis sur plein de trucs à la télé.
Et il n'était même pas obligé de regarder ces trucs, du coup, pour avoir soi-même un avis et pour pouvoir en discuter. En gros, c'est un vecteur de sujet de conversation. Et tout ça pour dire que la fonction sociale, finalement, des contenus des médias a parfois une grande primauté par rapport à la valeur informationnelle de ces contenus. Peu importe, en fait, de ce qu'on dit exactement sur Sarko ou sur... Je pense à Sarko parce qu'il défraie encore la chronique actuellement, ou Macron ou que sais-je, mais en fait, ça va alimenter dans mes sujets dans ma sphère d'appartenance. On entend tout de suite Victor Houillard sur la question. Évidemment, c'est certain, c'est certain. Et d'ailleurs, les résultats de notre recherche montrent bien que plutôt que de parler de bulles de filtre technologiques ou sur les réseaux sociaux, il faut en fait parler de bulles de filtre socio-techniques. Et les bulles dans lesquelles nous vivons sont en fait tout autant dépendantes de notre environnement, de nos passions, de nos relations familiales, sociales, etc., que en fait de la technologie. Et encore une fois, je reviens là-dessus. Pour moi, un algorithme, c'est une technologie, c'est une formule mathématique qu'il convient de comprendre et de dompter. Et ce qu'il faut juger, c'est pas l'algorithme, c'est les personnes qui les ont construites et essayer de comprendre pourquoi ils ont été façonnés de telle façon. Et là, je reviens encore une fois. Les algorithmes, sur les réseaux sociaux en tout cas, ils ont été construits dans le but de retenir un maximum notre attention. C'est tout. Mais donc, si je comprends bien, les bulles de filtre, ou plutôt cet état d'isolement intellectuel, préexiste largement à Internet et ne fait qu'être renforcé sur Internet? Exactement, c'est exactement ça. Et donc, c'est pour ça que, en fait, une des meilleures manières pour lutter contre les bulles de filtre et pour les algorithmes, c'est pas de se battre pour changer les algorithmes, c'est de se battre en fait presque pour changer les gens. C'est-à-dire qu'on peut, par une série de procédés, montrer l'existence de ces classements, montrer justement cette homophilie dans les contenus qui nous sont proposés, essayer de proposer, dans le cadre de ma recherche aux jeunes, mais ça peut être à tout un chacun, de manière générale, d'avoir un regard réflexif sur son propre fil d'actualité, ou même de comparer son fil d'actualité avec celui d'un autre, et de se dire, bah tiens, en fait, oui, peut-être que on me propose que des trucs de nourriture ou de youtubeuse beauté ou peu importe, ça peut être aussi que de la politique internationale. Mais pourquoi est-ce que j'ai que ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le changer? Est-ce que ce serait pas plus sain pour moi d'essayer d'avoir une diversité de contenu? Et là, c'est assez intéressant parce que sur le terrain, on le voit. En fait, les jeunes le font très très bien déjà de manière relativement consciente ou non, c'est-à-dire qu'ils vont aller arrêter de liker certaines pages ou certains posts pour essayer d'avoir des contenus un peu différents, ou s'ils s'intéressent à un sujet particulier, ils vont développer une série de pratiques qui vont leur permettre en fait d'avoir une information relativement diversifiée. Mais si du coup les algorithmes ne font que renforcer nos pratiques, est-ce que du coup on peut dire que les algorithmes sont neutres? En gros, un algorithme, c'est une formule, donc on peut lui, en fait, il en existe différents types, mais la manière déjà effectivement de dire un algorithme de recommandation, c'est sur base de ce que vous avez déjà aimé, on va vous proposer des contenus similaires. C'est pas neutre parce qu'effectivement ça se base sur les pratiques, c'est parce qu'on sait qu'en fait des gens qui ont aimé un truc, en général, ils aimeront un truc similaire. Et le but d'une plateforme qui utilise de telles recommandations, c'est que les individus passent un maximum de temps sur la plateforme et soient exposés notamment à de la pub. Je ne sais pas dans quelle mesure remettre un fil d'actu, par exemple, dans une timeline chronologique, si l'option était plus facile, je ne sais pas combien d'entre nous le feraient. Donc, c'est vraiment compliqué de voir finalement. Je pense que l'algorithme en lui-même n'est pas neutre, mais effectivement, dans la réponse qu'il va donner en termes de recommandations est aussi justement tributaire de nos propres pratiques. Et je me demandais également, est-ce que finalement, et notamment via l'expérience de terrain que vous en avez, les gens ont-ils conscience du phénomène de bulle de filtre, au-delà en tout cas de la sphère académique? Oui,
Oui, les jeunes. Alors, les jeunes, ils ont une conscience de plein de choses. C'est pas parce qu'ils ne verbalisent pas, pas parce qu'ils ne connaissent pas le mot bulle de filtre ou le mot algorithme qu'ils n'ont pas une conscience du fonctionnement des réseaux sociaux. Et ça, c'est très intéressant de le voir. Il y a toute une série de techniques et de pratiques en fait qu'ils mettent en place. Pour modifier ce qui leur est recommandé, pour modifier leur fil d'actualité. Alors j'ai dit on peut aller déliker une page, mais parfois ça va beaucoup plus loin que ça. On a des jeunes qui sont conscients sur Instagram qu'on leur propose et sur TikTok tel ou tel type de vidéo parce qu'ils l'ont regardé longtemps, et donc ils vont faire exprès de laisser tourner TikTok pour qu'on ait une plus grande diversité, d'aller liker des choses qu'ils ne regardent pas d'habitude, etc. quoi. Donc c'est passionnant de travailler avec les jeunes parce qu'on voit que justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont peut-être moins un public à risque que d'autres publics. Et d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, c'est assez intéressant de voir qu'ils disent tous à l'unisson qu'ils ont quitté Facebook, pas parce qu'ils ne connaissaient pas comment fonctionnaient les algorithmes, mais parce que c'est bien leurs parents, les boomers, qui ne comprennent pas comment fonctionne Facebook et postent des théories du complot, postent des imbécilités, postent des contenus abrutissants. Et la réponse de Julien Lecomte sur la question. Ça sort de la sphère académique, mais je pense pas nécessairement pour le meilleur. Comment il s'appelle le doc encore The Social Dilemma. Et donc là, c'est quand même une grosse prod, c'est Netflix. Et ça parle quand même vachement du fonctionnement à la fois économique et algorithmique de géants du web. Ce qu'il y a, c'est que je pense que dans la manière dont c'est fait, ça tient limite plus du fantasme et pareil en fait d'une forme de caricature et qui dénonce sans donner les clés de lecture. Donc c'est-à-dire on dit aux gens qu'en fait ils sont manipulés, mais on leur dit pas comment ça fonctionne, comment ça pourrait fonctionner autrement, ou en tout cas pas assez à mon goût, parce qu'il y a quand même un peu de ça dans le film. C'est un petit peu en fait c'est romancé et à la limite ça pourrait plus donner du grain à moudre pour moi à des postures complotistes que à une réelle réflexion critique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que une posture complotiste finalement en fait on reçoit tellement l'info que c'est pas fiable, tout ce à quoi on est confronté, c'est pas du tout objectif. On peut pas se fier au journalisme, on peut pas se fier aux infos qu'on voit sur les réseaux sociaux. Non mais attends, à quoi est-ce qu'on peut croire? Moi j'ai l'impression que je suis manipulé partout. Et donc ça, c'est une forme de complotisme un peu implicite en fait, moi je me méfie de tout par défaut. Je pense pas qu'il y a Bill Gates qui est en train de discuter avec des extraterrestres pour nous mettre des puces dans le cerveau, mais je me dis, attention, il faut se méfier. Et en fait, je ne sais pas à qui me fier. Ça, pour moi, c'est quand même dommageable, parce que du coup, justement, ça en vient à instaurer une forme de relativisme de fond, où, puisque on ne sait pas, de toute manière, à qui se fier, on se fie aux premiers venus, à ceux qui nous plaisent bien, qui disent des choses qui nous plaisent bien. Donc voilà, ça, pour moi, c'est un peu à ça qu'on en arrive. Et justement, c'est assez paradoxal et ironique, puisque on dénonce un fonctionnement algorithmique qui conduit justement à ça, qui se traduit justement par une forme de chacun son opinion, et moi je reste avec les opinions que j'aime bien, quoi. Donc je pense que y a pas mal de gens qui sont alertés vis-à-vis de ça, mais quand je dis ils n'ont pas le comportement critique, qu'est-ce que j'entends par là? Je pense que en fait on est démunis finalement par rapport à ces ces réalités et à comment faire nous-mêmes le tri. Est-ce que c'est déjà à nous de le faire? Et puis, est-ce qu'il existe, pareil, justement des outils, qui soient techniques, informationnels ou sociaux, qui peuvent nous permettre de mieux nous y retrouver dans cet océan, quoi, et de peut-être nous confronter à des trucs. Maintenant, parce que c'est moi-même, je le constate, il y a des débats, par exemple, par rapport auxquels j'ai pas du tout envie de connaître
position de personnes avec qui je ne suis pas d'accord. Donc, effectivement, il y a ça aussi. Maintenant, et là, je pense qu'il y a des études en psychologie sociale qui peuvent montrer combien finalement, je pense que s'ouvrir à une opinion différente, c'est pas évident et ça se fait d'une certaine manière. Et ça se fait comment? Ça se fait notamment à travers le fait de se sentir écouté, de se sentir reconnu soi-même. Et donc, un article qui va me dire, ben voilà, le point de vue de A, c'est ça, et ben nous, on va développer le point de vue de B et on va faire tout en faisant droit au point de vue de A. Donc, en fait, finalement, si moi je suis A, ben, je vais me sentir reconnu et en même temps, peut-être pouvoir plus m'ouvrir au point de vue de B. Ce qu'il y a, c'est que dans même le fonctionnement, au-delà des algorithmes, dans le fonctionnement de la presse d'opinion, des blogs ou bien du statut, finalement du fonctionnement par statut, par réactivité émotionnelle, c'est je donne mon avis et c'est ça la vie. Et ceux qui pensent pas comme moi, en fait, c'est les pires caricatures, quoi. Là aussi, il y a du boulot à faire, quoi. Et justement, vous dites que les gens ont de plus en plus conscience de ces bulles. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, ces bulles sont beaucoup dénoncées sur Internet, alors que, comme vous l'avez dit, elles ne sont que le prolongement d'un phénomène qu'on observe un peu partout dans la vie réelle. Comment est-ce que vous expliquez que ces bulles sur Internet soient dénoncées de manière croissante, mais qu'on ne parle pas de celles présentes un peu partout hors ligne? Est-ce finalement parce qu'on avait assigné, entre guillemets, à la création d'Internet toute une série de vertus et qu'on se rend compte qu'avec le temps, certaines réalités ne sont pas vraiment à la hauteur des espoirs initiaux ou... Oui, tout à fait. C'est très intéressant. J'aime beaucoup votre réflexion à ce propos. Alors, pour ce qui est d'un désespoir et des déceptions par rapport à Internet, ça va vraiment par vague, hein. Hop, Internet arrive, ça va sauver la démocratie, et puis, boum, on constate que ça fonctionne pas tout à fait bien. Et puis, oh, Internet 2.0 va nous donner la possibilité d'interagir, et va aussi nous donner plus de démocratie, et puis, oh, une autre déception, pardon. Et puis, oh, ça remonte. On se dit ouais, les réseaux sociaux, ça permet d'encore discuter, et puis boum, encore, on voit qu'il y a les trolls et que ça marche pas aussi bien, etc. Donc ça, c'est pour ce qui est d'Internet. Pour ce qui est de pourquoi est-ce que on se concentre sur Internet et sur les réseaux sociaux pour parler des bulles de filtre, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, c'est parce qu'en fait, on connaît pas assez bien le fonctionnement d'Internet et des réseaux sociaux. Et du coup, c'est pas que bulle de filtre, hein. Le phénomène des fake news, le phénomène des théories du complot, etc. On va analyser tout ça sur les réseaux sociaux. Or, les théories du complot, je m'excuse, mais elles circulent tout autant, si pas plus, hors Internet, en fait. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu vraiment une intensification de l'usage d'Internet et des réseaux sociaux ces dernières années. Et donc, c'est ça qui a aussi fait qu'on s'est dit, OK, les gars, là, il faut qu'on fasse des recherches là-dessus. Mais il est clair que moi, par exemple, avec les jeunes avec lesquels je travaille, je trouve ça tout aussi intéressant de voir quelle est leur forme d'isolement ou non intellectuel hors des réseaux sociaux. Et là, on le constate, hein, il y a des familles comme ça où si le papa est tunisien, ben c'est la télévision en arabe à la maison, on va plutôt parler de ces questions-là, des problématiques de politique internationale, etc. Si dans un autre ménage, on est fan de foot et de sport, alors on va regarder le sport belge et on va parler plus de ça, etc. Et donc, moi, je plaide pour ça, c'est que les bulles de filtre, il faut les bulles sociales, en fait, hein, les bulles socio-techniques dans lesquelles nous vivons, il faut les analyser avec ce regard-là, c'est-à-dire pas uniquement avec ce qui nous est proposé sur Facebook, mais aussi ce qui nous est proposé à la maison et ce qui nous est proposé à l'école. Et la réponse de Julien Lecomte sur la question. Je vais faire un autre pont, c'est la question du cyberharcèlement et du harcèlement tout court. En fait, on a rarement parlé autant de harcèlement que ces dernières années. C'est comme si ça n'avait pas existé avant. Mais bien sûr que si. Ce qui se passe, c'est que peut-être justement, il est plus visible maintenant qu'il y a une matérialité, même une matérialité numérique en fait. C'est-à-dire que là, ah punaise, il y a des formules mathématiques, des programmes qui fonctionnent pour nous montrer ce qu'on pourrait aimer en fonction de ce qu'on a déjà aimé ou de ce que nos amis aiment. Et en plus, c'est l'illusion d'avoir du pouvoir justement sur la vie quotidienne, alors qu'en fait, pas du tout. Effectivement, je pense qu'on aime tous se dire « Ah oui, moi je suis quand même quelqu'un de plutôt
de plutôt critique, qui prend une distance. À moi, on me la fait pas, et donc je me confronte pas qu'à un seul point de vue, bien sûr. Donc là, justement, effectivement, je crois que ça le met en lumière d'une certaine manière, mais mais en fait, je pense comme vous que ça met en lumière aussi que ça existait avant, mais c'est des choses qu'on aime peut-être moins se dire. Alors, une autre hypothèse que vous formulez dans votre question qui est vachement intéressante, c'est qu'effectivement, à la naissance d'un peu toute technologie, ben, il y a des courants technophiles et technophobes. Et ben oui, Internet s'est accompagné d'utopie, tout comme de dystopie d'ailleurs, où on s'est dit, ah bah, super, en fait, ça va décloisonner à crever, on va pouvoir discuter avec des personnes de l'autre bout du monde qui ne pensent pas du tout comme nous. Et puis finalement, dans les faits, ben, on se rend compte que, ok, en fait, en fait les discussions, c'est du niveau du café du coin, quoi. C'est la même chose. On voit que les pratiques des jeunes sur Internet, c'est plus de la même chose. C'est plus avec leurs pairs, leurs semblables. On voit que une illustration, par exemple, c'est le paradoxe de Google Street View. C'est qu'est-ce que les gens vont voir sur Google Street View? Leur maison, un lieu où ils sont déjà allés. En fait, tu peux voir le monde entier sur Google Street View, même si tu n'y vas pas, même, où ils y vont aussi pour de la reconnaissance. C'est les usages majeurs, c'est un lieu où j'ai déjà été, surtout ma maison, puis une reconnaissance, c'est un lieu où je vais prochainement, un lieu de vacances, un lieu pour le boulot, etc. Je pourrais taper un point au hasard sur la map et voir un peu la gueule que ça a, mais c'est pas là que je vais. Donc, c'est pas scientifique, évidemment, comme observation, c'est une illustration, finalement, de ce phénomène, justement, de bulle, et de ce phénomène de... ok, l'utopie, ouverture sur le monde, bah, effectivement, on en revient un peu. Et justement, on parle de ces bulles de filtre depuis le début, mais est-ce que finalement il existe des données concrètement sur l'ampleur de ces bulles, voire même simplement sur leur existence? Donc, la plupart des études scientifiques, encore une fois, les études de GAFAM ne sont que des, des rapports publicitaires, en fait, hein, bon, peu importe. Les études scientifiques actuelles, elles remettent en question, évidemment, si pas l'existence des bulles de filtre, en tout cas leur importance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très compliqué de mener des études sur les réseaux sociaux d'un point de vue quantitatif parce que ça évolue tout le temps et c'est difficile de mettre en place des instruments de recherche qui fonctionnent dans la durée. Donc, il y a des études qui se concentrent sur un seul réseau social. Et là, on voit que oui, il y a en effet une certaine homophilie dans les personnes qu'on suit. Il peut y avoir de temps en temps une forme d'isolement intellectuel. Donc, par exemple, tout simplement, on prend Twitter, on va regarder les gens de gauche. Ah ben oui, en fait, ils ont plus d'informations de gauche que d'informations de droite. Ça, c'est assez facile à démontrer. Le problème, c'est qu'en fait, on vit dans un écosystème médiatique qui est de plus en plus complexe. Les gens vont d'un réseau social à l'autre, et puis ils vont faire une recherche sur Google, et puis ils vont voir un truc dans la rue, et puis enfin, il y a plein de choses. Et donc, les études actuelles qui se concentrent plus sur le côté utilisateur, hein, donc sur les individus, elles, justement, minimisent fortement l'importance de ces bulles, et beaucoup tendent même à montrer qu'en fait, les individus et les jeunes dans mon cas ont en fait accès à une plus grande diversité d'informations grâce à Internet et grâce aux réseaux sociaux que ce qui n'était le cas avant. Parce qu'en fait, quand on y pense, avant, eh ben, les gens regardaient le journal sur telle chaîne qu'ils aimaient bien, ou ils étaient abonnés à tel journal avec telle ligne éditoriale, et donc ils n'avaient pas beaucoup plus grande diversité d'informations que ce qu'on peut trouver maintenant sur Internet et avec les réseaux sociaux. Et maintenant qu'on a déjà pu aborder toute une série d'aspects de ces bulles, selon vous, que faudrait-il faire pour lutter contre l'existence de ces bulles? Vous disiez notamment que l'ampleur de ces bulles devait être relativisée. Du coup, je me demandais, est-ce que pour vous, du coup, il faut lutter contre ces bulles? Et si oui, est-ce que ça doit passer par la sensibilisation, la régulation des GAFA?
Alors, c'est pas parce qu'on minimise l'importance des bulles de filtre qu'il faut pas se battre contre ça, qu'il faut pas se battre contre l'isolement intellectuel, qu'il faut pas accorder une attention particulière aux algorithmes. Moi, je trouve qu'il y a deux aspects qui sont vraiment très importants de travailler. Le premier, c'est sur le plan politique, c'est celui de la régulation. Ça passe par la régulation au niveau national, au niveau international. Et là, c'est clair qu'il faut lutter contre, enfin pas lutter contre, mais en tout cas donner des règles et des limites aux GAFAM et donner des règles et des limites aux algorithmes. Qu'il y ait plus de transparence, qu'il y ait plus de contrôle, plus de régulation. La deuxième chose, le deuxième aspect pour moi qui devrait être travaillé d'un point de vue politique, c'est celui de l'éducation aux médias. L'éducation aux médias existe depuis des années et on a toujours fait l'éducation aux médias, je dirais traditionnelle. On apprend à identifier une source, on apprend à critiquer une source, à comparer les sources, etc. Maintenant, moi, je plaide pour une éducation aux médias qui aille dans tous les secteurs de la société, donc chez les jeunes, chez les personnes âgées, chez les étudiants universitaires, chez les travailleurs, chez tout le monde, et qui permette justement d'avoir un regard sur le fonctionnement des réseaux sociaux, sur les contenus qui nous sont proposés, sur les potentielles bulles ou le potentiel isolement dans lequel on peut être, sur tous les phénomènes en fait dont on parle maintenant, la question des compétences techniques et technologiques, la question des fake news, la question des théories du complot, tout ça en fait, ça fait que pour moi, l'éducation aux médias, ça devient quelque chose qui devrait être travaillé partout. Et a fortiori dans les écoles, pour moi, il devrait y avoir un cours d'éducation aux médias, comme on a un cours de maths ou de gymnastique. Et la réponse de Julien Lecomte sur la question? En fait, je pense que la question, elle se conjugue au pluriel, en gros, en tout cas la réponse que je formulerais, c'est-à-dire que moi j'ai tendance à croire qu'en gros, c'est mon propre fonctionnement, c'est face à un problème, en fait, autant agir sur tous les fronts possibles. Maintenant, peut-être pas n'importe comment non plus. Et notamment sur le fait que, effectivement, la régulation, je pense que c'est une piste intéressante parce qu'en gros, on est sur la question des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et on est face à l'émergence de puissances quand même assez conséquentes avec finalement peu de contre-pouvoirs. Maintenant, comment organiser ce contre-pouvoir? Qui doit en faire partie? Qui doit un des risques, ce serait de finalement générer un pouvoir qui soit lui-même pas confronté à des contre-pouvoirs. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en gros, si on dit ok, c'est une instance supranationale et un ensemble d'États qui définissent finalement comment ça marche les algorithmes, comment ça marche les fake news d'ailleurs. On a une loi en France sur les fake news. Là, je pense que ça peut mener à d'autres dérives aussi. Je suis un fervent partisan du fait que beaucoup de choses peuvent passer par l'éducation. Et quand je disais, voilà, les gens, en fait, ils ont l'info, et je pense que beaucoup sont de bonne volonté, mais juste, en fait, ils sont démunis. C'est comme des enseignants, il y a encore, je fais une parenthèse encore, il y a une maman qui me contacte pour me dire, pour tel sujet, en fait, j'ai vu que vous avez écrit sur le sujet, mais en gros, il y a le professeur qui veut qu'il y ait absolument 2 sources papier. Et je le comprends, ce professeur. C'est parce que j'ai moi-même été confronté à des jeunes qui prenaient les 2-3 premiers sites internet venus. C'était de la daube en termes de fiabilité. Et je me dis, merde, ce serait quand même bien qu'ils ouvrent un livre. Et à la fois, je serais assez d'avis que ce professeur n'est peut-être même pas au fait de toute la richesse numérique à laquelle il pourrait sensibiliser ces jeunes. Et de combien, en fait, trouver une information fiable sur Internet, ça s'apprend. Et qu'en fait, on est face à des enseignants qui eux-mêmes l'ont pas nécessairement appris dans leur cursus. Donc voilà ce genre de choses.
le fonctionnement dans l'algorithme est démystifié à crever. Je pense que c'est super important. Maintenant, voilà, il y a le levier de la responsabilité individuelle, mais effectivement, il y a aussi le levier du collectif, du politique. Euh, et, euh, et l'éducation, quand je dis éducation, c'est pas seulement l'éducation par l'école, c'est aussi tout ce qui peut se faire au niveau associatif. Tout ce que les médias peuvent mettre en place aussi pour faire de la transparence, et pas seulement en mode dessous des cartes, et on va vous montrer finalement comment le journalisme d'investigation fonctionne, et on va y aller avec des caméras cachées, ce qui entretient pour moi un climat de mysticisme, mais vraiment en fait juste, ok, mais voilà, on plante une caméra dans une réunion de rédaction, quoi. Et on voit comment on choisit les sujets du matin. Comment le matin, on choisit les sujets qui vont passer au JT de 13 heures, quoi. Bon, j'aime bien prendre des métaphores, pas parce que, pas parce que je suis fan, parce que je pense qu'il y a aussi des limites très fortes aux métaphores, mais ça aide à bien faire comprendre une idée. C'est en gros, si je rencontre quelqu'un dans la rue qui me propose un produit ou je sais pas, moi, qui me propose d'acheter une montre comme ça, si je le connais pas, je vais avoir plutôt tendance à me méfier, à me dire ouais, elle est de quelle qualité la montre, etc., quoi. Mais si il se présente, qui me dit d'où vient la montre, qui me donne, je sais pas moi, un certificat, en gros, qui me donne des éléments qui me font dire ok, voilà comment il s'est procuré cette montre, voilà qui il est, eh ben, je vais sans doute avoir plus tendance à lui faire confiance. Et en fait, effectivement, c'est cette question de la transparence. Voilà. C'est l'info d'où elle vient, comment elle a été traitée, comment elle est arrivée jusqu'à moi, en étant au-delà d'une forme de pensée magique, quoi. En gros, qui est pour l'instant, oh là là, il y a des vilains algorithmes. Dans The Social Dilemma, d'ailleurs, c'est assez. Là aussi, il y a une métaphore finalement. C'est en gros, des petits bonshommes, des petits monsieur qui en fait décident qu'est-ce qu'on va lui montrer à ce gaillard. Ouais. Là, la métaphore aussi a des limites. Et ça, c'est un peu mystique, quoi. C'est ok. C'est comme si on avait des gens dans notre téléphone qui décidaient à notre place ce qu'on allait voir, quoi. Ben, peut-être, par exemple, alors pour donner des choses qui pourraient être des pistes au niveau technique et humain, qui allieraient technique et humain, c'est de se dire pouvoir permettre d'ajouter des filtres qualitatifs à un fonctionnement algorithmique. Et donc, qui est une validation de la communauté, par exemple, ou un avis de la communauté, d'une forme de communauté. En fait, on constate, par exemple, Wikipédia, ça fonctionne plutôt pas mal. Pourtant, c'est un système communautaire. Alors, en même temps, Wikipédia, c'est régulé. Donc, il y a des règles de fonctionnement, il y a des critères. Donc, en gros, moi, je pense que ce serait réaliste de toute façon de penser que ces algorithmes, on peut en faire table rase, mais on peut en développer des autres pour d'autres usages, par exemple. On peut aussi finalement en créer ou les modifier de manière à inclure davantage un fonctionnement humain. Voilà, et puis le fait d'éduquer à leur usage ou à des manières de faire autrement. Voilà, il y avait un site que je consultais, qui est qui avait un peu le même succès que Reddit à l'époque. Ça s'appelait StumbleUpon et puis c'est tombé en désuétude. Et en fait, là, il y avait vraiment un algorithme qui fonctionnait sur base de thématiques avec une approche qualitative. Donc vraiment, les gens, en gros, mettaient en évidence des posts plutôt que d'autres, pouvaient donner des raisons par rapport à ça. Donc c'était
c'était pas si mal. Des forums dans lesquels moi je suis aussi un fervent partisan de l'éducation au dialogue. On parle d'éducation média, mais en gros, le fait de débattre pas seulement pour péter la figure à l'autre, pour le vaincre, et là, on peut remonter jusqu'aux sophistes, quoi. On peut remonter loin. C'est la différence entre une discussion où en fait on partage un questionnement et on cherche, on chemine ensemble vers une vérité, et un débat où en fait le but c'est juste d'écraser l'autre. Voilà. Je pense que ça aussi, en fait, ça peut. C'est l'objet de tout ce que je dis là, c'est l'objet de ce que j'aimerais écrire et diffuser l'an prochain, quoi. Et justement, ici, on parlait de la possibilité de concevoir des algorithmes différemment. C'est une possibilité qui existe alors, Victor Houillard? Évidemment, évidemment. Et il y a d'ailleurs plusieurs projets de recherche, dont celui sur lequel je travaille, qui essayent de développer ce qu'on va appeler une algorithmique citoyenne. Et d'ailleurs, ça existe déjà, hein. Il y a, par exemple, les médias publics. Par exemple, en Belgique, il y a Ovio. Et à Ovio, on travaille, puisque sur Ovio, il y a des recommandations, on essaie de travailler à réfléchir, OK, qu'est-ce qu'on va recommander à l'utilisateur? Est-ce qu'on veut vraiment lui recommander à chaque fois quelque chose qu'il va aimer? Ou est-ce que peut-être on va vouloir confronter ses opinions? Ou alors, encore mieux, est-ce qu'on ne va pas complètement changer de thématique? Donc, si la personne regarde une émission de diversité, après, on va mettre quelque chose de très sérieux. Et voilà. Mais ça pose vraiment des questions importantes sur, OK, qu'est-ce qu'on va donner aux gens? Et en fait, c'est presque des questions qui en deviennent politiques. Et concrètement, cet algorithme citoyen, il consiste en quoi? Oui, y a beaucoup de chercheurs, d'informaticiens, de professionnels qui plaident pour qu'on développe des algorithmes qui soient plus citoyens. Et en général, ce qu'on veut dire par là, c'est plus diversifié. Parce que quelque chose qui sous-tend la plupart de ces expressions, c'est que si on va avoir une information plus diversifiée, on pourra faire un meilleur choix, notamment lors des élections. Et ça, c'est clair. Si quelqu'un lit toujours le même journal d'extrême droite, ça ne vient pas d'Internet. Il va probablement voter pour l'extrême droite. S'il a accès à toute une série d'informations, qui peut développer un regard critique, là, il pourra faire un choix qui est beaucoup plus conscientisé, rationnel, etc. Et donc, l'idée derrière l'algorithmique citoyenne, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on voudrait qu'il y ait sur Internet et sur les réseaux sociaux des algorithmes qui proposent une plus grande diversité et qui vous ne mettent pas toujours sur le même blog orienté ou sur le même type de contenu. Voilà, alors je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. Je vous laisse le mot de la fin. Pour moi, il ne faut pas essayer de se battre contre les algorithmes, il faut essayer vraiment d'apprendre à les dompter et de pouvoir vivre avec eux, parce que qu'on le veuille ou non, on va devoir vivre avec eux probablement pendant très longtemps, si pas pour toujours. Et le mot de la fin de Julien Lecomte. Ce serait très réducteur d'avoir un discours technophobe et qui focaliserait en plus le questionnement sur les technologies, alors que finalement le phénomène est bien plus large et complexe que ça. Et en plus, c'est pas que négatif en fait, justement, c'est que pour plein de choses, et je pense par exemple, voilà, je me suis résolu, alors que je voulais pas donner mes données à Apple, voilà, je me suis résolu à mettre sur Spotify. Purée, en fait, les suggestions de Spotify, c'est cool, je découvre plein de nouvelles musiques, quoi. Donc leur algorithme, il est quand même vachement bien foutu pour découvrir de la musique. Donc, en fait, c'est dire, tiens, il y a quand même justement cette fonctionnalité de recommandation, elle a du sens. Elle a du sens, elle fonctionne bien pour un tas de choses. Et en gros, pour parler de l'œuf ou la poule tout à l'heure, je vais utiliser une autre expression, c'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi, en gros. Tiens, ça marche bien pour un tas de trucs. Est-ce qu'il faut le changer radicalement? Est-ce qu'il faut le changer un peu? Est-ce qu'il ne faut pas le changer du tout et changer les pratiques? Bon, voilà, tout ça, c'est des questions qui me semblent en tout cas intéressantes à débattre, c'est clair.